Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 54e épisode de Tsi, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Alors avec ça, vous êtes là, c'est @Jox120. Romain, comment ça va ? Salut Will, alors t'es pas sans savoir que j'étais à Innsbruck ce week-end à la COC, et alors là c'était The Sound of Silence, tu vois. C'était une autre ambiance. C'était très beau esthétiquement, hein. Le Berghisol c'est magnifique, mais alors il y avait personne. Donc c'est vrai que ça fait un gros contraste avec ce qu'on a vu à la télé en Pologne, où l'ambiance est toujours, on va dire, toujours garantie. Oui, car c'était la première étape du Polish Tour, nouvelle attraction du Cirque Blanc. Et alors un Polish Tour, et je l'ai découvert parce que tu me l'as dit, en fait il n'y aura pas de vainqueur individuel au Polish Tour. Et non, c'est un classement par nation, et c'est pas très compliqué non plus. Donc sur ces trois épreuves, Wisła, Świerk et Zakopane, enfin trois étapes, les épreuves individuelles, ils prennent les classements des deux premiers de chaque pays. On a eu un super team dont on va parler à Wisła, et il y aura un par équipe à 4 à Zakopane, et il faut savoir que dans les épreuves individuelles, il y a aussi les qualifications qui comptent. Donc ça fait 8 manches, 8 compétitions qui sont prises en compte. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été plutôt... c'est-à-dire que les sauteurs ont l'air d'avoir un peu accroché sur ce format par équipe. Moi, je reste encore à être convaincu. Hein. Oui, on va voir. Alors c'est vrai que peut-être aussi pour l'instant, parce que le premier... ou la première équipe, en l'occurrence la Slovénie, n'est pas celle qu'on attendait. Dans un message que je t'ai envoyé cette semaine, je t'ai dit 98% de chances que l'Autriche gagne. Bah écoute, après trois manches, on n'a pas l'Autriche devant, donc il y en a un semblant de suspense. Alors la Slovénie, quand même, si on commence par ce qui s'est passé le vendredi, qui a pris la tête de ce Polish Tour avec un Andrzej Lanisek, vainqueur de la qualification. Il est sur un nuage, le petit Andrzej. En qualification, oui. En qualification, au par équipe aussi, puisque, alors, juste aux qualifications, il a devancé Andreas Wellinger et Lovrokos, et donc, comme tu l'as expliqué, comme on prend les deux meilleurs, la Slovénie avait déjà créé le trou, mais pas énorme, puisque l'Autriche avait fait 4 et 5 avec Fettner et Earl, et l'Allemagne avait fait 2 et 6 avec Wellinger et Layeux, et donc, ces trois équipes avaient trusté les 6 premières places. Et donc s'annonçait comme les trois... En fait, le podium était déjà joué, quoi. Oui, c'est ça. Bon, on aurait pu le dire avant. Ça fait remarquer juste que la Pologne et la Norvège sont derrière. On peut peut-être espérer que le Japon soit dans la partie, parce que Nikaido, on le disait, en fin de tournée, il joue les top 10, top 15. Et Kobayashi, on sait qu'il est au niveau. Mais effectivement, là, on a déjà d'emblée un trio. Peut-être avant de parler aussi des résultats, c'est un tremplin qu'on connaissait, sauf que il a changé. Il a été retravaillé, là, le tremplin de Wisła. Il garde ses caractéristiques K120, HS 134, mais le profil a été retravaillé. Et en fait, ils ont fait un tremplin de planches de bois. Je sais pas si tu avais vu passer les photos. Ils ont surélevé la bosse un peu comme un parquet quasiment. Mais ça fait un profil beaucoup plus rasant. On l'a vu ce week-end avec une caméra aussi très agréable à suivre, avec un profil rasant. Et comme parfois il y avait du vent de face, on a pu voir des sauts assez spectaculairement rasants. Et j'en ai déjà parlé précédemment, ça c'est des sauts qui sont quand même vraiment sympas à regarder. Ouais, esthétiquement sympa, donc un profil beaucoup plus moderne pour Wisła, qui d'ailleurs était un peu décrié parce que il était un peu la combinaison de possibles très mauvaises conditions de vent, et puis t'arrivais assez haut, et du coup tu te cratérisais, tu pouvais te faire un genou sur des pistes
qui n'était pas toujours enneigé. Et là, les sauteurs se sont fait super plaisir. C'était quasiment du vol à ski avant d'aller à Stirk pour faire je sais pas, c'est un tremplin nain pour la tournée suivante. Mais ouais, Wisla, tremplin moderne, en tout cas, que tous les sauteurs ont vraiment apprécié. Et donc peut-être que Simon Hamann reviendra à Wisła, vu qu'il boycottait l'ancien profil. Là, je pense qu'il a regardé la télé et que là, il n'y a aucune raison, d'un point de vue sécurité, de ne pas y retourner. Ouais. Et d'ailleurs, le record, du coup, ils ont dû remettre à jour les records, ou alors, dès la qualification, le record a été battu, puisque Angel Anisek a sauté 134,5 de la plateforme 16, et on verra que ce record aura même été amélioré le lendemain. Oui, alors il y a eu un débat sur un peu geek, mais a priori les records n'étaient pas remis en question. En tout cas, il a été amélioré quoi qu'il arrive, comme tu dis. Et donc c'est vrai que dans cette qualification, on peut remarquer que Benjamin Oswald ne s'est pas qualifié. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'on avait eu on a passé 2 minutes sur lui après la tournée où il avait fait un super Bischofshofen. On se posait la question si c'était un acte fondateur dans sa carrière. Et ben non, hein, en fait, il a retourné dans ses travers. Acte fondateur, voilà quoi. Il a eu beaucoup de vent de dos, hein, donc je voudrais lui laisser le bénéfice du doute, mais je pense que je serais le seul à lui laisser le bénéfice du doute. Je sais même pas s'il va à Stirk. Non, bah si, je crois que si, ils partent pour plusieurs étapes. Et bon, c'est vrai que c'est un mot qu'on va employer plusieurs fois aussi, c'est quand même un peu loterie. Je crois que c'était quand même un peu les premières loteries de la saison. Même si les résultats finalement sont pas aberrants, il y a eu des variations de vent en quelques minutes de moins 2 mètres secondes de face à 3 mètres secondes de dos ou inversement. Surtout, voilà. Ce côté vent de face, vent de dos, c'est quand même surprenant, mais bon. On en reparlera, puisque moi je l'ai vu dans mes classements, puisque ceux qui ont gagné le dimanche n'étaient pas ceux qui avaient le mieux sauté du week-end. Donc on a bien vu cet aspect loterie comme on l'avait vu, je sais plus où, à Innsbruck ou Bischoff. Je crois que c'était à Bischoff qu'on avait déjà remarqué que, non, à Innsbruck, que les meilleurs n'étaient pas en tête, les meilleurs tout au long du week-end n'étaient pas en tête lors du vrai concours. Et c'est pour ça que ça a été très dur à pronostiquer, puisqu'on s'est tous lamentablement viandés. Et on en reparlera. Donc une belle qualif avec donc Ansel Aníšek et, comme tu l'as dit, Oswald éliminé, tout comme 2 Polonais déjà, Maciejkot et Andrzej Stekala. Et puis il y a un Polonais qui est passé, mais il n'a pas concouru le dimanche. On en reparlera de Jakub Wolny. Et donc samedi, super team, concours par équipe de 2, 3 manches chacun. Après la première manche, donc il y avait 13 équipes engagées. Après la première manche, on n'en retient plus que 12. Et après la deuxième manche, on n'en retient plus que 8. Donc un format, bon, on l'avait découvert la saison dernière, donc on ne revient pas en détail. Je trouve que l'idée que ça soit dynamique au début, c'est bien, mais le fait qu'il y ait 15-20 minutes entre 2 manches, ça fait que l'épreuve a duré 1h45 en fait, comme une épreuve classique. Finalement, ça fait pas aller plus vite, ça fait pas un concours plus court. Bon, voilà, c'est sympa, à la limite, ça change un peu, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Et à ce petit jeu, c'est la Slovénie sur sa lancée, avec les duettistes Kos et Lanišek qui l'a emporté, alors là, très largement, avec plus de 40 points d'avance sur l'Autriche de Fettner et Earl. Ouais, une nouvelle fois, on a retrouvé la Slovénie au top. Ils ont gagné 3 des 6 sauts, 2 pour Lovrokos et 1 pour Ansel Aníšek. Les autres sauts ont été gagnés par Jan Earl, Andy Wellinger et Halvor Egner Granerud. Et donc la Slovénie, qui avait déjà pris de l'avance la veille, a accentué son avance au classement de ce Polish Tour. Et on remarquera qu'il y a quand même quelques impasses. Hein. Fettner, ça aurait pu être Kraft, par exemple. Mais bon, une équipe comme l'Autriche, même avec son numéro 3 ou 4, elle était quand même...
elle était quand même forte. Et dans cette épreuve, donc, Je pense, juste pour revenir là-dessus, ils ont pris dans l'ordre de la qualif. d'accord. Donc Fettner et Earl, Laie Wellinger, Lanišek Kos, Granerud, Forfang du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Je me demande si c'était pas une règle. Ok, à voir. Ou alors en tout cas une règle interne à minimum. Et bon, ça les arrange bien quand même, hein. Je pense que si, par exemple, Lanišek avait été le troisième Slovène, je sais pas s'ils auraient appliqué, on sait pas. Finalement, le temps fort de cette épreuve, bon, voilà, assez dynamique, c'était quand même le saut stratosphérique d'Andreas Wellinger à 144,5 mètres. Ça a eu un moment, je sais pas ce que tu as ressenti devant ce vol, mais à un moment on se dit, mais vache quand même, il est haut. Là on disait, le tremplin il est rasant, et lui, qu'est-ce qu'il fait à cette hauteur-là? Déjà, il y avait eu le saut de Lanišek à 137,50 avant lui, Mhm. qui donc qui bat son propre record qu'il avait déjà égalé avec Kos lors du premier saut. Enfin, en fait, premier saut, Lanišek égale son record. Deuxième saut, Kos égale le record de Lanišek. Puis Lanišek bat son record de quand même 3 mètres. Et Mhm. là, moi, je croyais que c'était fini. Et en effet, j'ai pas eu le temps de le voir venir. L'autre il saute 144,5 de haut. Mais bon, il a eu des notes pas terribles, mais je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti. Oui, oui, voilà, parce qu'il est quand même plus de 10 mètres derrière le HS, mais par rapport, par exemple, au saut de Zeich l'année dernière à Willingen où on a eu peur, là, c'était, voilà, il s'est très bien posé en douceur, bon, sans télémarque évidemment, mais sans danger. Et ce qui était bien finalement, c'est que malgré ce saut 10 mètres au-delà du HS, la plateforme est restée la même. Et derrière, Yann Earl, il a fait 139 mètres. Là, le jury, on se dit, incroyable, qu'est-ce qu'il fait quoi? Dans quel monde le jury ne baisse pas la plateforme après un saut à 10 mètres au-delà du HS? Et bah, tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Surtout que déjà, il avait été compensé à -16 Wellinger. Earl, il a été compensé à -20. Donc, ils ont dû voir en plus s'afficher qu'il y avait plus de vent, mais rien à faire. On balance. Là, je pense que y a eu, ils ont voulu casser Yann. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a pas de... Non, mais tu Ils vois, l'ont envoyé au casse-pipe. si au moins ça doit avoir un intérêt, ces épreuves, avec des autres formats, si au moins le jury se lâche, tant mieux pour le spectacle. Là, ils se sont lâchés, hein, en tout cas. Mm. Et puis, pas grand... Enfin, Pologne 6e à domicile, le Japon 5e avec un Kobayashi très moyen, donc justement, quand tu disais dur à pronostiquer parce qu'il était pas très bon, tu vois quelque chose d'autre à dire? Non, Kubaski a pas mal sauté. Il fait troisième de la deuxième manche et quatrième de la troisième manche. On a eu des sauts très corrects de Tate France, qui avait déjà fait, je crois, neuvième de la qualif. Non, enfin, en tout cas, il était très bon en entraînement. Du coup, non, c'était plutôt sympa comme format. Vassiliev aussi, qui a fait sixième du premier saut. Donc, comme tu dis, il y a eu des sauts encourageants et puis c'était long, mais il y a eu moins de pauses que le dimanche. Hein. Oui, voilà, le vent était... ben, là, le vent était quasi tout le temps de face, mais bon. En tout cas, voilà, c'était la première épreuve par équipe aussi de la saison, si je me trompe pas. Euh, et donc, victoire slovène. Et donc, le dimanche, la seule épreuve individuelle du week-end, remportée par le pool leader de la tournée, 4 fois deuxième sur la tournée. On finit la tournée et Kobayashi s'impose enfin cette saison à la 13e épreuve. Alors, il s'impose enfin, mais il était cinquième de la première manche avec un saut à 131 mètres. Hein. Donc quand on a vu que d'autres se sont posés à 144 la veille, c'était sans plus. Il était devancé par Lovrokos, qui avait été très bon la veille, par Wellinger, qui avait été très bon la veille, et par Lanišek, qui avait été très bon la veille. Donc eux, pas de surprise, mais celui qui était en tête après le premier saut, c'était Stefan Kraft, le retour de l'imbattable. Oui, avec un très beau saut et puis des très bonnes notes. Et la deuxième manche a un peu rebattu les cartes, justement. Kobayashi fait 139 mètres 50. On était reparti bon, sur quelque chose de magnifique. Sauf qu'après lui, ça s'est tassé. Alors, il n'y a pas eu. Si, il y a eu une baisse. Pour le coup, là, il y a eu une baisse de plateforme après Kobayashi.
Et ça a pas trop aidé les suivants qui ont eu des conditions un peu moins faciles. Et donc Kraft, dans l'ordre, Kos a reculé. Wellinger fait un bon saut, ça lui assure le podium. Lanišek, il recule beaucoup, lui, il fait que 121 mètres. Il fait le 21e saut de la deuxième manche, donc c'est même une catastrophe en soi. Et Kraft fait un bon saut, mais ne passe pas devant, mais pour 5 points. Donc on savait tout de suite que Kobayashi avait gagné. Et donc tu as regardé les sauteurs en termes de distance sur tout le week-end, et tu trouves un classement différent? Je trouve un classement qui ressemble un peu plus à ce qu'on a vu en qualif et au saut par équipe, du coup, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de sauts, puisque il y a eu un saut d'entraînement, alors il y a eu 2 sauts d'entraînement le jour de la qualif, il y a eu un saut d'entraînement avant le team event, et il y a eu un saut d'entraînement avant la compète, donc on a beaucoup sauté ce week-end, pour ceux qui ont tout fait. Et moi j'avais donc Andy Wellinger, avec 80 cm devant Ance Lanišek, et 1 mètre d'avance devant Lovrokos. Et en fait, de ceux-là, il n'y en a qu'un seul qui a fait podium. C'était du coup Andreas Wellinger. Et Kraft et Kobayashi étaient seulement 6 et 7e de mon classement. Et un gars comme Peter Preutz était 9e, il termine 5e. Ebok, il était 16e, il termine 7e. Geiger, il était 20e, il termine 10e. Enfin, voilà. Il y a eu, et on la voit, la loterie, c'était... En fait, je sais pas ce que t'en penses, parce que c'est quand même les meilleurs qui ont gagné. C'est ça qui m'amuse en fait, c'est que moi aussi je pense qu'il y avait quand même un côté loterie, mais que malgré tout pour les meilleurs de la Coupe du Monde c'était un peu plus régulier. Ils ont pris le temps d'attendre aussi, et on trouve les 3 premiers de la Coupe du Monde sur le podium d'une loterie. Donc bon, les compensations ça marche, et puis finalement ils sont quand même au rendez-vous. C'est quand même Kobayashi qui a eu les meilleures conditions de toute la compétition. Donc, Ouais, largement en plus. Avec Lanišek en fait. Mais Lanišek, j'explique pas trop son trou non, du deuxième saut. En parlant de trou, on a eu un saut qu'on voit rarement sur un K120. On a eu un 61 mètres de Tim Zajc qui a surpris. Non compté. Alors, non compté. Non, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je crois qu'ils en ont parlé sur Eurosport. Finalement, le jury a été sympa avec lui. Ils l'ont disqualifié, comme ça, son 61 mètres n'apparaîtra pas dans l'histoire du saut à ski. Comme ça, on se moquera pas de lui à la soupe. Mais du coup, en parlant des disqualifications, on a eu donc 5 disqualifications, toutes pour combinaison. Un Slovène, un Bulgare, un Italien, un Ukrainien, un Kazakh. Et le voilà. Slovène il a été disqualifié parce qu'il était loin. Donc on retrouve un peu ce tropisme à taper sur les faibles, on va dire. Et puis il y a eu donc le non-départ de Jakub Volny qui s'est mis à dos sa fédé, quoi. Oui, c'est ça, il a critiqué son entraîneur. Donc il est dans l'équipe B, il a critiqué l'entraîneur de l'équipe B en disant que... J'ai pas tous les détails, j'avais écouté, mais que... En gros, qu'il progressait pas assez, que, enfin voilà, il n'était pas forcément soutenu. Et du coup, l'autre lui a dit, tu sais quoi, écoute, tu sautes pas. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'était qualifié, donc d'un point de vue FIS, il aurait dû sauter. Mais je sais pas pourquoi, du coup, la décision d'un entraîneur prévaut. Là, c'est même le président de la fédération, c'est Adam Mawish qui l'a exclu, en fait. Mawish, qui l'a débarqué. Mais effectivement, après, la FIS, c'est did not start, quoi. C'est pas trop pourquoi. Ça peut être j'ai mal au genou, je me suis blessé, j'ai la gastro, ou on m'a demandé de pas venir, quoi. Mais c'est vrai que déjà que l'ambiance est pas énorme chez les Polonais, bon voilà. J'ai pas trop envie de rentrer là-dedans, mais c'est vrai que c'est des décisions étonnantes. D'ailleurs, les Polonais, avec Kamil Stor, qui ne se qualifie même pas pour la deuxième manche, termine 32e. Du coup, Volny n'a pas participé. Mouranka, il fait 40e. Et ceux qui sauvent plus ou moins les meubles, ça reste Kubaski et Joua. Mais c'est super loin, quoi. C'est au-delà de la 10e place. Le 14e, le meilleur polonais. 14e, le meilleur polonais. Donc là, on est un peu en crise du côté des vuvuzelas. Ouais, il n'y a pas de bonus domicile.
Bon, il y a eu voilà, c'était quand même difficile le début de manche, là, un Stefan Embarer qu'on avait vu virevoltant à Innsbruck, pardon, 34e, même un Granerud qui fait des bons sauts au super team, 42e. Bon, on peut pas tout voir dans les détails, mais c'était pas la compétition la plus équitable. Est-ce que tu as des satisfactions que tu veux mettre en avant? Écoute, moi, une des satisfactions, ça reste sur le week-end, j'ai bien aimé Jon André Forfang, même s'il fait que 11e. Il avait vraiment le niveau pour un top 5. Et puis le petit Tate France et Alexander Nishkol, globalement, pour leur progrès. Et je pense que voilà, les deux ils rentrent dans les 20. On ne s'attendait pas à les voir là. Moi, c'était ces hommes-là que j'avais en tête. Et toi? Oui, France, France aussi, hein, parce que c'est un États-Unien, il a gagné des sauts d'entraînement, la 18e en compète, mais il était 12e de la première manche. C'est des gros points pour ce pays. Et dans le devant du classement, j'ai noté Lovrokos, parce que finalement, depuis qu'il est là, en Coupe du Monde, donc depuis le troisième week-end, il est bon. Il manque pas grand-chose, il a fait pour la quatrième fois quatrième. C'est quand même une stat. On a eu Kobayashi qui fait 4 fois deuxième de la tournée, là on a un gars qui fait 4 fois quatrième. Bon, ça va finir par payer, espérons pour lui. En tout cas, il est cohérent dans son approche, mais c'est un sauteur que je trouve vraiment sympa en vol. Et je dirais que là, avec le super team, on le voit comme un futur leader peut-être de cette équipe slovène. Donc j'ai bien aimé aussi le rôle qu'il a pris aux côtés de Lanišek, malgré le fait qu'un gars comme Peter Preutz est terminé 5e. Donc qui est de 99, hein, donc il est pas très très vieux, hein, il est plus jeune que la plupart des mecs qui étaient devant lui au classement. Hein. Ouais, et c'est le seul du top 15, voire même plus, qui n'était pas, même du top 20, qui n'était pas à l'ouverture de la saison. Il n'était pas dans les 5 quotas slovènes, donc il a gagné sa place en COC, et là, il la lâchera plus, hein. Non, je pense pas non plus. Hein. Et, euh, Euh, et donc au classement de la Coupe du Monde, on est à 13 épreuves sur 32, et donc Stefan Kraft a 232 points d'avance sur Andy Wellinger, et un tout petit peu moins de 300 points sur Kobayashi, donc Kobayashi se rapproche de Wellinger. Derrière, c'est Janner, là, un peu plus de 400 points, donc c'est un peu plus loin, et Pashke toujours dans le top 5, mais tu vois, sur ce week-end, on l'a pas vu, quoi. Pas non, très, et enfin, parce que je lui avais remis mon dégueulasse une nouvelle fois, hein, parce que ça va pas. Tu peux pas être top 5 de la Coupe du Monde et faire 17e, donc je lui avais déjà donné, je crois, à Innsbruck. C'est compliqué avec des Schwanden, ils se battent là pour mes dégueulasses. Ils essayent de l'avoir l'un et l'autre, mais là, parce que je peux plus. Hein, il va falloir vraiment. on n'a pas dit qu'un sauteur pouvait pas l'avoir deux fois. Parce que là, Ah non, tu peux l'avoir 2 fois, tu peux même l'avoir 32 fois si tu veux. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, Pius, va C'est falloir se reprendre, hein, Pius. Ouais, là, Pius, il est en pleine dégringolade et du coup, compliqué aussi pour Marius Lindvik, qui a pas bien sauté. Il a fait, il a limité les dégâts en terminant 14e, mais il ne méritait même pas. Donc je suis un peu inquiet pour lui. Deschwanden, je suis inquiet. Laïeux, je suis inquiet. Schöfning, je suis inquiet. Tchofenig, il est resté à l'entraînement, comme Domaine Préout. On voit que c'est quand même aussi un week-end post-tournée. Granerud, il s'est posé la question. N'empêche, Stor, à un moment, il est resté à l'entraînement, il fait des meilleures perfs depuis. Chez les femmes, on verra que Katharina Schmid, elle fait des bonnes perfs après avoir sauté un week-end pour s'entraîner. Donc, c'est peut-être une chose à faire pour ceux qui sont en difficulté. Est-ce Ouais, que, c'est peut-être payant. est-ce que tu veux nous dévoiler les vainqueurs du concours de style du week-end? Bah, écoute, pas trop de surprises puisqu'on retrouve celui qui probablement saute le mieux depuis le début de saison, c'est Stefan Kraft qui gagne du coup. Alors il a gagné les 5 premiers, il a gagné Bischoff et il gagne Wisla. Donc il a juste laissé Oberstdorf et Garmisch à Wellinger et il a laissé Innsbruck à Lanišek. Donc victoire de Kraft devant Wellinger et Lanišek. Et
Ouais, Lanišek, c'est vraiment celui qui a les meilleures notes par rapport à ses classements, hein. D'habitude, ceux qui gagnent le concours, c'est ceux qui sont tout devant parce qu'ils sont allés loin avec un beau télémarque. Et Lanišek, il peut être plus loin, mais il est tellement bien noté. Et en termes de vitesse, Wellinger a fait le job. Alors, en termes de vitesse, Wellinger, oui, puisque il remporte. Alors lui, il les a tous remportés, sauf on l'avait vu Bischoff où il avait été battu par Stefan Leyer, mais il a repris son bien en remportant une nouvelle fois la vitesse devant Stefan Leyer, du coup, ouais, qui est à son énième podium de vitesse. Et troisième, je l'ai pas. Alors il y a Rani Kaido qui allait super vite. Je te retrouverai le troisième d'ici la fin de l'épisode. Et bah écoute, la partie saut masculin est proche de la fin, on va faire un petit pronostic. Moi je t'avais donc dit 98% de chance que l'Autriche gagne le Polish Tour. Est-ce que... Je t'ai retrouvé le troisième si tu veux. Vas-y, c'est le moment. C'est Eetu Nusiainen qui est cinquième au classement de la Coupe du Monde de vitesse. Et ben tu vois, ça te fait une belle jambe et ça me surprend énormément. 48e au classement de la Coupe du Monde. Ouais, mais tout cinquième de la Coupe du Monde de vitesse. Et tout le rapide. Voilà. Vas-y, reprends ta et bah donc, qui va gagner le Polish Tour? On va faire simple. Qui va gagner le Polish Tour? Bah écoute, je pars du principe que l'Autriche... en fait, c'est l'Autriche qui a gagné l'épreuve individuelle, mais que de 3 points. Et ils ont 55 points de retard. Il reste 5 épreuves. Ça va être dur quand même, hein. Non, ce sera la Slovénie, hein. Il y a trop d'écart. Et toi? Il y a le par équipe de 4 à Zakopane. La Slovénie, ils auront Kos, Lanišek, Peter Preutz, donc tous les 3 ils ont niveau top 10. Et peut-être que Domen va revenir, parce que sinon, ou Timi Zajc. Un bon Timi Zajc. Un bon Timi. Un bon Timi, non. C'est quoi, je vais dire Autriche pour être différent de toi, parce que je pense que ils sont intrinsèquement meilleurs, mais ça me ferait plaisir que la Slovénie gagne. Mais je dis Autriche quand même. Ouais, en tout cas, avec Paschke et Laie, là, l'Allemagne, c'est mort. Ouais, donc pour rester sur mon 98% d'avant Polish Tour, je dis que l'Autriche a encore de bonnes chances de gagner, mais il va pas falloir prendre de retard à Schierk. Dès demain, en fait, dès ce mardi 16, la qualification, et mercredi 17, donc une épreuve en semaine, ça c'est cool, pour l'épreuve individuelle sur le tremplin normal à HS 104 ou 105. Exactement, et du coup on vous débriefera la fin du Polish Tour la semaine prochaine avec Zakopane qui s'enchaîne. Là ça fait un peu roer, hein, le truc. Oui, c'est ça, c'est finalement une troisième tournée, un troisième enchaînement. On va maintenant partir à Sapporo pour débriefer les épreuves féminines. Le circuit de la Coupe du Monde féminine de saut à ski était donc ce week-end au Japon, à Sapporo. Étape traditionnelle, étape très appréciée des sauteuses sur le Lokurayama, le HS 134. Bon, on s'en est pas trop approché de ce HS 137 même, je crois. On s'en est pas trop approché, mais bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Des épreuves qui n'ont peut-être même failli ne pas avoir lieu. Il y avait une sorte de drame qui s'est passé, c'est que les Slovènes et les Canadiennes n'ont pas reçu leur matériel, perdu par les compagnies aériennes égarées, et que c'est quand même deux nations majeures, et que finalement les Slovènes, sauf Krishna, ont reçu leur ski pour samedi. Alors la qualification qui devait avoir lieu vendredi n'avait pas eu lieu pour leur laisser toutes les chances d'être présentes, n'empêche. L'épreuve de samedi a eu lieu sans Nika Krishna, sans Alexandria Lutit, ni Abigail Strait. Bon, voilà, elles ont essayé d'influer sur le fait que les épreuves n'aient pas lieu ou qu'elles aient lieu sans être comptées dans la Coupe du Monde. Ça n'a pas marché auprès de la FIS. Nika Preutz, la leader de la Coupe du Monde, était là. Heureusement, elle a pu défendre toutes ses chances. Et sinon, c'est Sapporo. On connaît le temps neigeux de Sapporo, mais alors la tempête de neige de samedi, c'était quelque chose. À la télé, on ne voyait strictement rien. Je pense que les sauteuses voyaient un peu plus, même si par moment on s'est demandé si elles voyaient vraiment le tremplin, tellement elles ont été toutes tard. Et c'est vrai que ça fait des épreuves
forcément, il y avait de la prudence aussi de la part du jury. Il fallait pouvoir se poser dans ces peut-être 10 cm de neige fraîche, c'est pas rien. Et donc, il n'y a eu aucune épreuve, aucun saut au point K. Samedi, un peu plus dimanche, il neigeait pas, mais bon, c'était des épreuves où le jury a gardé le frein main sur le. Samedi, c'est Eva Pinkelnig qui s'est imposée. Enfin, en tout cas, on croit, hein, parce que c'est pas les images de la télé qui nous permettent d'avoir l'information. Devant Jenny Rausionau, donc le premier podium finlandais depuis 2014, hommes et femmes confondus, et Arja Kvandal de retour en Coupe du Monde, et on pourra noter qu'elle a fait son podium sans coach request. Et ben ça se fête. Derrière, doublé japonais de Takanashi 4e, Ito 5e, et la spécialiste des grands tremplins, Silly Opset, a pris la 6e place. Dimanche, victoire de Yuki Ito à domicile. Devant, et là c'est une surprise, peut-être une bonne surprise, Katharina Schmid, premier podium allemand de la saison, et Nika Krishnar, qui avait enfin reçu ses skis et qui devait être sacrément revancharde. Tout comme Loutit 4e, on retrouve ensuite Silly Opset 5e et Joséphine Panier 6e. On y reviendra. Vous avez remarqué que dans ces deux top 6, on n'a pas de Nika Preutz. Et oui, elle a beau avoir gagné 4 épreuves avant de partir au Japon, ce week-end, elle a fait que 2 fois 10e, ce qui lui permet de garder la tête de la Coupe du Monde, mais ça revient derrière. Yuki Ito n'est qu'à 69 points, grâce à notamment sa victoire de dimanche. Joséphine Panier n'a pas perdu de points sur Nika Preutz ce week-end, je crois qu'elle en a repris 2 ou 3. Elle est à 81 points. Et Eva Pinkelnig, qui flambe, est 4e à 131 points en ayant donc manqué 4 épreuves sur 10. C'est donc, on l'a dit, dès son premier week-end de retour, une candidate au Gros Globe, et ça se confirme, surtout que maintenant on va enchaîner plusieurs tremplins de petite taille. Dans les points un peu surprenants du week-end, j'ai noté Docteur Joséphine et Mistress Panier, parce qu'on a eu 2 Joséphine Panier un peu différentes. Elle a gagné les 2 qualifications, donc c'est pas anodin. Samedi et dimanche, 2 belles victoires en qualification. Et samedi, elle fait son plus mauvais résultat de la saison, 17e là, dans la tempête de neige. Et dimanche, elle fait un premier saut assez moyen à la 11e place, mais elle fait un magnifique deuxième saut, 4e saut de la Manche, qui lui fait remonter à la 6e place. Donc il y a vraiment du positif dans les performances de Joséphine Panier. Quand ça va se réaligner en compétition, les podiums ne seront pas loin. Et puis je me permets de noter que Emma Klinetsch enchaîne un deuxième week-end franchement moyen, 9e et 14e, alors qu'elle était très en forme à Engelberg notamment. Voilà, on ne sait pas trop expliquer les performances de la Slovène. Dans les sauteuses donc à relever, dans les grosses performances du week-end, donc on l'a dit, Jenny Rausionau qui confirme après avoir fait ses top 5 plus tôt dans la saison. Là, elle a fait enfin son premier podium en carrière. Il faut avoir en tête que c'est une sauteuse qui a le même âge que Sarah Takanashi, alors qu'on a l'impression qu'il y en a une qui est nouvelle et l'autre qui est une très ancienne du circuit. En fait, elles sont ni vieilles ni jeunes, elles sont de 96, donc elles ont 27 ans cette année. Et donc Jenny Rausionau, elle a eu 3 grosses blessures, 2 fois notamment les ligaments croisés du genou, donc c'est un peu une résiliente. À chaque fois elle est revenue, et puis elle fait déjà une bonne saison l'année dernière, mais là c'est clairement sa meilleure saison en carrière. La revenante aussi, Katharina Schmid, elle avait sauté Villars pour s'entraîner. Il faut croire que ça a marché, on en a parlé dans la partie masculine du podcast. Fait 7e samedi, c'est son meilleur résultat de la saison, et donc 2e dimanche avec vraiment de très beaux sauts en plus. Hein. Elle vole bien, on a retrouvé un peu l'alouette en l'air qui a fait son succès de l'année dernière au championnat du monde et 2e au Globe, donc ça c'est vraiment satisfaisant. Et des sourires aussi, donc à voir si ça se confirme dans les semaines à venir. Silly Opset, 6e et 5e, le plus long saut du week-end aussi, à 133 ou 4. Elle adore ce tremplin, elle avait gagné l'année dernière.
Elle avait fait des points, je l'avais relevé à Villars sur le petit tremplin, donc ça veut dire qu'elle est en forme. Une Silly Upset qui marque des points sur le petit tremplin. Et donc là, on la revoit jouer devant sur le grand tremplin et ça demande qu'à être confirmé. Il y a quand même une qualification à Vikersund à aller chercher. Et c'était aussi le meilleur week-end de Sarah Takanashi, 5e, 4e et 7e. C'est clair, elle n'a toujours pas fait son podium annuel, mais là, elle s'en est rapprochée à domicile. On verra ce que ça donne à Zao. L'année dernière, à Zao, elle avait un mal fou à poser des télémarques. On verra ce que ça donne le week-end prochain. Et enfin, on relève les performances d'Emma Chervet, qui est rentrée dans les points samedi dans la tempête. Elle prend le point de la 30e place, mais en ayant été 26e et 25e de la manche, donc c'est assez surprenant arithmétiquement. Ça veut dire qu'il y a eu des gros yo-yo devant, parce que d'habitude un 25e et 26e de manche, ça fait peut-être autour de la 25e ou 26e place, et là c'est seulement un point, pas trop de chance avec les conditions, vraiment très peu de vent de face, mais elle rentre pour la deuxième fois de la saison et de sa carrière dans les points. C'est très positif. Dimanche, elle a manqué la qualification, donc 41e pour une poignée de points. La Coupe du Monde féminine reste au Japon, donc c'est comme d'habitude, il y a 2 week-ends complets au Japon. Ils vont donc à Zao sur le HS 102 avec un programme de 3 épreuves, comme la saison dernière, un individuel, un super team le samedi et un autre individuel dimanche. Il va falloir être matinal, les épreuves ont lieu à 8h, 8h30 le matin. Et donc pour le combiné nordique, on retrouve le combiné nordique, on retrouve Will aussi, toujours en forme Will. Et oui, le retour du combiné nordique, bonne année le combiné nordique, ah oui. Et bienvenue à Oberstdorf, la Corée du Nord. Non. On racontera après pourquoi. Vas-y, on va le dire maintenant, tu dévoiles les secrets off de Tsi. C'est vrai que les supporters allemands avec leur clap-clap et leur drapeau en cadence, par moment, je trouvais que ça faisait un peu supporters payés de Corée du Nord qui doivent féliciter le grand leader suprême. C'est évidemment de l'ironie, mais c'est vrai que ça me faisait un peu rire de les voir quand il n'y avait pas d'Allemands devant et qu'ils acclamaient les nations ennemies qui faisaient podium. Quoi. En cadence. Et donc effectivement, bonne année le combiné nordique, parce que 4 semaines qu'on les a pas vus, c'est long, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Surtout que le week-end dernier, il y avait que Bischofshofen le samedi, on aurait pu peut-être espérer voir du combiné. Bon, c'est comme ça. Et alors en plus, c'était du petit tremplin HS 100. En soi, c'est pas un problème, mais alors la caméra d'Oberstdorf, à elle toute seule, j'ai failli pas regarder. Elle déprime un peu. Après, on voyait le grand tremplin derrière. C'était bien pour le grand tremplin, mais pas pour les mecs de devant, quoi. Ah non, mais on voyait du dessus, quoi, en fait. Donc, en fait, une grande partie de notre analyse des sauts, elle vient de la hauteur que les sauteurs ont, et là, bon, voilà. Et bon, il y a quand même eu du sport. C'était aussi les premiers week-ends du German Trophy, c'est-à-dire 4 épreuves, donc 2 à Oberstdorf, 2 à Schonard dans 15 jours, qui sont comptabilisées au temps. Donc c'est pas au point, mais au temps. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'être le plus proche tout le temps. Et on avait aussi sur ce week-end le dernier compact de la saison. Donc ça fait pas mal de choses à dire. Est-ce qu'on a eu un vainqueur surprenant, mon cher Will ? Toi, il t'a surpris, mais moi, il me surprend plus. Moi, il m'a surpris, mais non, jamais. Ah, il t'a surpris. Ouais, non, il t'a pas surpris. Mais non, il me surprend d'être toujours aussi bon, quoi. Il est toujours aussi fort avec sa 5e et 6e victoire en 9 compétitions, puisque les autres, il a fait 2e. C'est Jarl Magnus Rieber, double vainqueur. On ne sait plus quoi faire. Hein. On invente des types de compétitions pour le battre, mais le mec, il est imbattable. Oui, c'est ça. Et donc, il a 63e victoire en carrière, record du tremplin sur le HS 100, vainqueur du globe du compact, donc sur 3 épreuves, alors que c'est le format anti-Rieber. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, quoi ?
C'est juste, c'est indécent. Il est juste trop fort. Il était un peu moins bon à Ramsau parce qu'il était malade. Là, il est devant sur le saut. Bon, pas premier samedi, mais vraiment tout près. Et puis sur les skis de fond, alors si on regarde les temps de fond, c'est comme, faut aussi modérer les analyses. Sur les temps de fond, il fait le 28e et le 29e temps de fond. Mais en fait, il s'est baladé, il a fait ce qu'il voulait. Ouais, il a été quand même un peu en difficulté parce qu'il n'était pas tout seul. Il a eu un Rettenegger aux fesses lors de la première épreuve notamment. Et puis la deuxième aussi, hein, Ouais, il a eu 2 fois le Stéphane sur le porte-bagages, quoi. c'est ça. Mais comme Stéphane, comme tu dis, il est généreux dans l'effort. Lui, il voulait assurer son podium. En fait, d'une certaine façon, il emmenait Rieber vers la victoire. Là, on voit peut-être même un peu le... Tu sais, des fois, on voit ça en vélo, où quand un gars est avec le maillot jaune, il roule quand même, parce qu'en fait, lui, il pense à son podium. Bah là, c'est un peu ça, hein. Stéphane Rettenegger, s'il voulait jouer la victoire, jamais il devait faire le tempo. Sauf qu'en fait, il le faisait parce que lui, il est jeune, il arrive en Coupe du Monde l'année dernière, et faire un podium, c'est déjà énorme. Surtout quand il sait qu'il n'a pas beaucoup de chance devant Rieber. Donc en fait, il a joué le podium, donc bah, bravo à lui. Il fait 3e samedi, il fait 2e dimanche, des bonnes courses de fond, des bons sauts. Voilà quoi. Stéphane, c'est 3 podiums consécutifs. Comme tu l'as dit, il en a 4 cette année. Il est né en 2002, donc il a l'âge notamment de Matteo Bo. C'est peut-être lui, hein, bon, il y a l'emparteur hein, qui est là, mais c'est bien d'avoir quand même un 2002, là, 22 ans, qui soit à ce niveau-là, très très bon sauteur, et franchement, sur les skis de fond, il est quand même bon. Après, voilà, il a fait le train, mais superbe week-end de Rettenegger. Ça aurait pu être un très très bon week-end aussi de l'emparteur, parce qu'il a fait 2e le samedi, et puis il a gagné le saut le dimanche, mais il a été pris il a mangé des huîtres. Ouais, voilà, il se ressent des faits. Il a eu pendant les fêtes une opération des dents de sagesse. Il a dû prendre des antibiotiques et visiblement il y a des effets négatifs. Donc il a fait un malaise hein, après l'arrivée de samedi, après son podium. Donc c'était qu'il avait tout donné et donc il n'a pas pris le départ. Et c'est vrai que c'est pas anodin quand même, hein, parce que avec le nouveau barème, on en a parlé plusieurs fois en début de saison. Il faut pas être absent. Et bah là, il vient de prendre 100 points directement par Rieber, alors que s'il avait été 2e, il en aurait pris que 10. Donc maintenant, il est toujours 2e de la Coupe du Monde, mais il est à 200 points de Rieber. Donc le suspense était déjà pas énorme. Là, il est passé à faible par rapport au globe. En tout cas, elle est là, l'impasse, hein. Il a les 200 points pour faire l'impasse. Va-t-il la faire? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a rien de spécifique à préparer, il n'a aucune raison de les faire. Non. Et... Mais ouais, là, 200 points, ça commence à piquer, comme on dit. Et c'est Stéphane Rettenegger, hein, donc par sa régularité depuis le début de la saison, que des top 10, qui est 3e du général. Sur ce week-end, on a aussi eu un 3e pays sur le podium, et de justesse, c'est l'Allemagne, parce que là, il fallait quand même s'intercaler derrière Rieber et la patrouille d'Autriche. Samedi, les Autrichiens, ils font 2, 3, 4, 5. Et c'est Manuel Feist, l'expérimenté combiné allemand, qui fait son 2e podium en 2 week-ends. Ouais, son 2e podium en 2 week-ends, un compact donc où Rettenegger et Rieber étaient quasiment assurés du podium, mais il y avait un gros groupe donc qui était dû au fait que les temps de seconde étaient spécifiés pour qu'il y ait moins d'écart, et donc on a eu une vague, et il y a Schmid qui d'autre est sorti du groupe à lui-même, et Oftebro, et Feist, il a réglé quand même des très très bons fondeurs comme Rudzek. Donc très belle performance de Feist, hein. Moi, j'ai une analyse, j'ai une hypothèse plus qu'une analyse. Je pense que dans ce groupe-là de poursuivants, les Rudzek, les Oftebro, ils ont quand même fait des efforts pour revenir, parce qu'il y avait quand même quelques écarts en seconde, malgré le format compact. Et je pense qu'ils ont dû faire aussi le train tout le long, hein, parce que
un Rizek qui part à 56 secondes de la tête, il finit à 17 secondes. Ils ont dû faire un gros train peut-être pour espérer gagner. Tu vois, on en parlait déjà dans l'épreuve précédente. Et en espérant gagner, ils ont dû s'épuiser. Et je pense qu'un Face, il n'a pas dû mener pendant 9,7 km. Et puis, il sort du groupe au sprint. Ah non, c'est une bonne analyse, hein. Je pense que, comme tu l'as dit, après, un Rudзek, pour l'instant, il plafonne là. Il a toujours pas fait de podium, mais il a fait 2 fois quatrième, 2 fois cinquième. Jens Luras, il était tombé à Ramsau. Là, c'est bien quand même quatrième et septième. Donc, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une grosse saison là de Manifest. Et d'ailleurs, comme Jürgen Grabach qui est un peu sur le reculé, il y a la quatrième place là qui peut se jouer avec Grabach, Oftebro, Rizek, même Ilves, Julian Schmid. Donc, on a un petit groupe comme ça. Parce que je pense que le Rettenegger, s'il continue sur cette lancée, il peut terminer sur le podium de la Coupe du Monde. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, là, je pense qu'il il est quasi du niveau de Lamperter, en 2-3, quoi. Donc là, on a une hiérarchie Rieber devant, Lamperter, Stefan Rettenegger ensuite, et puis derrière, ceux qui vont faire des coups. Pour l'anecdote, Face, c'est vraiment un combiné complet. Il fait son podium de Ramsau sur la mass start, donc le format des sauteurs, on va dire. Il faisait 5e du fond, 5e du saut à l'époque. Et donc et là, un podium sur le format compact, qui est plutôt le format qui est dit des fondeurs, et en étant 9e du saut, 11e du fond, donc en étant solide en fait. Donc c'est vraiment... on avait eu une discussion dans un des épisodes en début de saison, Ruka ou Lillehammer, en disant que c'est vraiment les combinés complets maintenant qui sont devant, et ben ça se confirme une fois de plus. On peut rajouter un nom à la liste, il est peut-être un peu derrière, mais cette année, les gros fondeurs, ça marche pas, c'est impossible dans le combiné version 2023-2024 d'être juste un gros fondeur. Ouais, ça suffit pas et il n'y a pas assez de temps pour rattraper là sur 7 km 5. Il faudrait faire des compacts de 10 bornes pour permettre à Rudзek ou à Geiger ou à Grabach ou Hirvonen de remporter, mais un Manifest, comme tu dis, qui équivaut sur les deux, il fait podium et c'est peut-être le but du compact. On n'a pas retrouvé nos Français à leur meilleur niveau malgré le travail à Noël. Hein. Oui, donc dans les points quand même solidement, et si on analyse finement les résultats, des bons, et puis aussi leur retour en interview et sur les réseaux sociaux, Matteo Beau, Laurent Mullet-Thaler et Antoine Gérard, ils étaient bons sur les skis de fond. Donc il y a quand même déjà un motif de satisfaction. Par contre, c'était plus dur au tremplin. Donc si on regarde, Matteo Beau, il fait 25e et 19e. Et en fait, en étant au niveau du top 10, 12e et 9e de fond, mais en étant autour de la 30e place de saut. Donc ça, c'est clairement étonnant, parce que l'année dernière et les 2 saisons précédentes, c'est un très bon sauteur. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus, mais là, il dit lui-même sur Instagram qu'il recherche comment sauter. Je pense que c'est un peu exagéré, mais on voit qu'il y a une interrogation sur ce qui se passe actuellement. Et Laurent Mullet-Thaler, c'est un peu le même principe, il fait 21e et 30e sur ce week-end, avec le 7e et le 8e temps de fond. Donc c'est quand même des grosses performances. Et Antoine Gérard fait 33e et 32e, avec des sauts au-delà de la 40e place, donc ça lui permet pas d'aller plus haut dans le classement, mais ça fait des belles remontées. Et on a notre Marco Ennis national, qui lui est un peu à l'inverse de ses coéquipiers, qui est toujours meilleur en saut qu'en fond. Mais comme là, même ses sauts sont moins bons que précédemment, notamment la saison dernière, tu vois, 25-26e des sauts, avec son niveau de fond, là, il était 47e temps de fond sur les 2 épreuves, ça lui permet pas de rentrer dans les points. Marco Ennis, clairement, il veut des grands tremplins comme Ruka, hein, c'était là où il s'était vraiment éclaté en saut. Là, je suis d'accord avec toi, hein, c'est son plus mauvais concours en saut, comme c'est aussi le plus mauvais concours en saut de Matteo. J'ai trouvé Antoine Gérard un peu mieux, mais il part de plus loin. Laurent, il est mieux qu'au tout début de saison en saut, mais ça reste au-delà de la 30e place.
Et en effet, il y a vraiment une grosse progression en fond pour tout le monde, sauf pour Marco. Et je trouve que ça, c'est bien, quoi, parce que les temps de Laurent, comme tu l'as dit, c'est du top, c'est du top top. Et s'il pouvait retrouver un saut comme ça parmi d'autres et refaire ses temps de fond, tout de suite, tu te retrouves à la bataille, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Donc là, tu vois, par exemple, sur le compact, il finit à moins d'1 minute. Bon, c'est aussi le format qui veut ça, mais il est à 58 secondes. S'il gagne 20 secondes, il est dans le top 15, tu vois. Donc Et 41e, hein, voilà, donc il y a des motifs d'espoir sur les skis de fond. Et au tremplin, je pense qu'ils doivent vraiment, vraiment beaucoup réfléchir en ce moment et s'entraîner entre deux épreuves pour trouver les clés. à noter à Yoté. J'allais parler de Ryota Yamamoto qui ne s'est pas présenté pour les deux concours. Pas de Yoshito Watabe non plus. Donc voilà, les Japonais qui ont un peu délaissé cette épreuve d'Oberstdorf. On a je trouve le bon retour de Jacob Lange, que j'ai trouvé très fort sur les skis de fond. Je crois qu'il fait c'est pas lui qui fait le meilleur temps d'un des deux trucs. Si, sur le compact. J'ai dû chercher loin parce que je m'attendais à ce que ça soit Ridzek ou Geiger, et non, en fait, c'est Jacob Lange, mais il était parti 51e, t'imagines. Voilà, donc il a fait la course. Notez aussi les premiers points de l'année de Mario Seidel, qui revient et qui, lui, on avait l'habitude, ce qui saute bien, et ça, on l'a pas vu, je crois qu'il fait 17e. Bah, en fait, on l'a vu parce que comme il est en tout début de start list, parce qu'il revient seulement, malgré tout, sa 17e place, en fait, ça lui a permis de faire peut-être 15-20 dossards quand même à la première place, tu vois, du saut. Donc on l'a vu Ouais. à l'écran, mais oui, c'est pas encore le très très haut niveau, mais il revient, il a fait des bons résultats en COC, maintenant il se réinstalle dans les points en Coupe du Monde. Ce week-end, il y avait une Coupe continentale à Trondheim, et on a eu des très bons résultats de l'équipe de France, donc je détaillerai tout ça dans un petit express, mais on peut quand même signaler ici dans le podcast le podium de Maël Tirode sur le format du Super Sprint le vendredi. Est-ce que tu connais le format du Super Sprint? Alors là, non. Et ben ça tombe bien, je vais vous l'expliquer à toi et à tous les auditeurs. C'est un peu sur le même format que le sprint de ski de fond spécial. Une qualif et des quarts de finale, demi et une finale. Et en fait, en fonction de la place, il y a un nombre de secondes qui est attribué, en fait. Et, ou qui est déduit, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas c'est vraiment, par exemple là, Maël Tirode, il fait deuxième du fond, donc ça veut dire qu'il a fait une bonne qualif, il a passé les quarts, il a passé la demi, et en finale il fait deuxième. Et donc de ce classement du ski de fond, donc ça fait un peu comme une mass start. Ensuite, le saut à ski a lieu dans un deuxième temps. Et en regardant un peu les résultats, ça permet à des sauteurs un peu différents, enfin des combinés un peu différents d'être devant. C'est pas comme une mass start au sens où le mass start c'est vraiment le format des sauteurs. Là, ça fait des écarts, ce principe de sprint. Et puis tu vois, on a vu un Nitikoski finlandais, Maël et tout, avec des qualités de sprint, rentrer sur le podium, donc c'est satisfaisant. Et les Français ont fait un bon week-end en général. Voilà, je le redis, écoutez T-Express sur nos réseaux sociaux, vous aurez tous les détails. En tout cas, Maël Tirode, là, avec 3 fois dans les 15 et une 10e place à Kusamo avant Noël, il est en lice là pour prendre un des spots. En tout cas, il a maintenant dépassé Gaël Blondeau, puisqu'il a été 3 fois meilleur que lui. Alors non, il a fait 12e et l'autre 11e, mais globalement, il est à un niveau supérieur. Et du coup, on aimerait bien voir Maël promu en Coupe du Monde. Oui, et même Gaël, hein, il est là, et il a quand même fait un podium aussi à Lillehammer. Et puis le troisième homme, c'est Edgar Vallée, qui fait quand même 22, 8 et 18 sur le week-end, donc aussi un top 10. Et on sait que la Coupe continentale est vraiment très relevée. Donc la relève derrière pousse, et donc devant,
Il y a toujours que 4 quotas. Je crois que là, j'arrête de comprendre pourquoi on va pas chercher le 5e. En tout cas, il toque à la porte derrière pour rentrer en Coupe du Monde. Exactement. Et donc, on retrouvera tout ce beau monde à Chonard, où normalement tu seras Pourti si ça a lieu, hein, on met toujours des guillemets à Chonard parce que alors c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais bon, normalement ça aura lieu. Et donc on retrouvera Rieber, Lamparter et les frères Rettenegger, hein, parce qu'on n'a pas parlé de Thomas, mais il était très bon au tremplin, pour la suite avant le grand moment qui est le triple de Zeffel de début février. Oui, c'est ça. Alors à Chonard, ça devrait avoir lieu parce que là on a du froid depuis une semaine. Je dis on, hein, parce que c'est l'épreuve à domicile pour moi. Et effectivement, même si les conditions ne sont pas exceptionnelles d'ici là, je ne sais pas, c'est dans 15 jours, c'est loin. Et je pense qu'ils ont largement le temps de faire de la neige de culture. On espère toujours un paysage blanc, naturellement blanc, mais il faut pas se leurrer maintenant à 1000 mètres dans les stations des petits massifs. Il faut de la neige de culture et je pense que ça aura lieu. Exactement. Bah écoute, on aura hâte de t'y entendre pour la suite de la saison de combiné nordique. À bientôt. Au revoir Will, et nous on enchaîne sur le combiné féminin qui était également à Oberstdorf sur le HS100. Les épreuves féminines de combiné toujours à Oberstdorf, toujours sur le HS100. Et c'était aussi le retour depuis Ramsau des combinés. Alors on a eu un week-end surprenant, on a eu peut-être même un petit tremblement de terre. Alors on va vous le dire tout de suite, Gida Westfold Hansen n'a remporté aucune des 2 épreuves du week-end, donc celle qui a gagné toutes les épreuves de la saison dernière était vraiment attendue en ce week-end. Elle est leader de la Coupe du Monde, et bien elle n'a gagné aucune épreuve. Mais je dis petit tremblement de terre parce que quand même, rassurez-vous, elle était quand même pas bien loin de la victoire. Et les victoires sont restées en Norvège. Il y a quand même des classiques en combiné féminin. Et donc samedi sur le Gundersen Classic, un saut à 5 km, c'est Marie-Lenan Lund qui a gagné. Marie-Lenan Lund, elle avait fait déjà des podiums en début de saison à Lillehammer pour l'ouverture. Alors c'était un peu plus compliqué pour elle à Ramsau, elle fait 2 fois 7ème, et ben là elle gagne sa première victoire en Coupe du Monde le samedi, après avoir remporté le saut, lâché Gida Westfold Hansen, enfin en tout cas elle lui a pas permis de revenir sur elle, elle lui a mis 1 minute, et avoir résisté au retour de la très 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 forte fondeuse Ida-Marie Hagen. Elle garde 13 secondes des 56 secondes qu'elle avait avant l'épreuve, avant 2 fonds. Et donc, le podium, c'est Marie-Lenan Lund, Ida-Marie Hagen, Gida Westfold Hansen. Il faut noter quand même qu'il fallait être dans le top 3 du saut pour figurer sur le podium. Ida-Marie Hagen, on dit toujours c'est la forte fondeuse, c'est vrai, c'est largement la meilleure fondeuse du circuit, mais elle fait 3ème du saut samedi, et si on regarde dimanche, elle a fait 3ème du saut également, donc voilà, c'est la forte fondeuse, mais c'est une combinée complète. C'est juste que les écarts sont tellement importants, avec parfois, la plupart du temps, Gida Westfold Hansen, et ce coup-ci avec Marie-Lenan Lund, elle est 3ème, mais sur un Gundersen, elle est 3ème à presque 1 minute, et donc ça lui demande un effort énorme sur les 5 km de fond. N'empêche, c'est une très bonne combinée, et ça s'est confirmé donc dimanche avec son format, on va le dire comme ça, hein. Le compact. Elle a gagné celui de Ramsau, elle a gagné celui d'Oberstdorf. Donc cette fois-ci, elle est partie 3ème, mais à 12 secondes, il n'y a pas eu de suspense, hein. Elle a rattrapé Marie-Lenan Lund assez rapidement, Westfold Hansen aussi, elle est partie directement. Derrière, hein, pour le podium, il y a eu un suspense. Est-ce que Gida Westfold Hansen, qui n'était pas en forme la veille, qui a perdu 1 minute, allait pouvoir garder le podium? Parce que sur un compact, avec des écarts resserrés, on ne peut pas se permettre de perdre 1 minute, mais là, elle s'est vraiment bien reprise. Elle a laissé Marie-Lenan Lund travailler, et puis elle a attaqué sur la fin, et elle assure sa 2ème place.
Et donc Marie Nennan-Lund reste sur le podium, elle prend la 3e place. Fallait pas trop traîner, ça revenait fort derrière, un gros groupe qui s'était constitué avec de très bonnes fondeuses. Et la 4e, c'est Marthe Nennan-Lund, donc la sœur d'eux, qui est la 2e meilleure fondeuse du circuit cette saison, et qui revient faire une très forte 4e place en étant partie 17e. On a Nathalie Armbruster ensuite, et Daniela Deiori, partie 16e, et qui fait un gros résultat pour l'équipe d'Italie. Côté français, Lena Brocard était là. Elle était bien là. On avait parlé de ses déboires à Ramsau. Elle a eu moins de déboires, mais petite forme sur les skis de son propre aveu sur ce week-end. Et ça lui a pas permis de jouer tout devant. Elle s'est quand même rassurée samedi en faisant une 9e place du Gundersen Classic, en étant partie 12e. Donc c'est quand même une remontée. Par contre, dimanche, elle avait fait un bon saut, elle est partie 8e, mais le temps de fond lui a pas permis de rester devant, et elle finit au 13e rang. Donc on attend Lena qui va recharger les batteries dans 15 jours à Chonard. Les autres combinés, c'est Haruka Kasai qui a fait de nouveau 4e sur le Gundersen, donc comme à chaque fois en fait, en dehors des compacts elle est 4e, et sur les compacts elle a été 6 ou 7e. La jeune sensation de la saison, Minja Koronen, était un peu en retrait sur ce week-end, 7e et 5e après son podium de Ramsau par exemple. Nathalie Armbruster, qui était quand même un des grands noms de la saison dernière, elle est là, elle est pas très loin, elle fait 2 fois 5e, mais ses performances de saut sont clairement insuffisantes. Samedi, elle est 14e du saut à 2 minutes 14. Dimanche, elle est 15e du saut, donc là avec les écarts réduits du compact, ça lui a permis de remonter en temps, mais l'année dernière, elle jouait devant 3e du saut. Et donc là, il y a un souci saut pour Nathalie Armbruster en ce début de saison. Et même un peu plus que début de saison. Là, on a quand même fait un gros tiers de la saison. On peut noter que celle qui avait fait un podium, la seule non-norvégienne qui avait fait un podium cette saison, Lisa Hirner, a pas concouru ce week-end. En tout cas, elle a sauté, mais elle était malade, gastroentérite. Elle n'a pas pu faire les épreuves de fond. Et donc, ça lui a coûté beaucoup de points au classement de la Coupe du Monde. Je me suis trompé, c'est pas la seule non-norvégienne, parce que Minja Koronen avait aussi fait un podium. En tout cas, on n'a pas vu Lisa Hirner ce week-end, et on peut espérer la revoir à Chonard. Donc, j'en ai parlé, comme chez les hommes, encore un week-end de pause. Alors, ça aurait dû être le week-end de Chonov, on le sait, le week-end du 20 janvier. Bon, c'est pas organisé cette saison. L'équipe d'organisation a communiqué dessus, ils espèrent revenir prochainement en Coupe du Monde, mais on aura une petite pensée pour Chonov ce week-end du 20-21. Et puis on retrouve le grand cirque du combiné nordique à Chonard le 27 et le 28 janvier. Un petit mot avant de se quitter. Une épreuve importante qui va avoir lieu le week-end également du 20-21, ce sont les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2024. Les précédents, ils avaient lieu à Lausanne, et les épreuves de saut et de nordique avaient eu lieu dans le Jura français. Cette fois-ci, il faut voyager, c'est loin, c'est en Corée du Sud, à Gangwon. En fait, Gangwon, c'est la région de Pyeongchang qui a accueilli les Jeux Olympiques 2018. Donc en fait, c'est les infrastructures des Jeux Olympiques 2018 qui vont être réutilisés, donc notamment ces beaux tremplins. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, ils sont ouverts aux athlètes qui ont maximum 18 ans, donc ce sont ceux qui sont nés jusqu'en 2006. On a une délégation française, donc les délégations, elles sont constituées de 2 athlètes. C'est pas la France qui a choisi, c'est pareil partout. 2 hommes, 2 femmes pour chacun des sports, en saut et en combiné. Donc en saut spécial chez les femmes, c'est Lilou Zepchi et Mathilde Baconnier qui ont été sélectionnés. Chez les hommes, Mathéo Vernier et Seb Woodbridge.
En combiné, c'est Luc Balland et Lubin Martin chez les hommes, Roman Beau et Marion Drose-Vincent chez les femmes, ou les jeunes femmes. Voilà, on va suivre les résultats, on aura l'occasion d'en parler certainement dans des TSI Express et peut-être même dans le podcast. Merci de nous avoir écoutés d'après ce week-end très chargé, grand classique de la mi-janvier, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer Zakopane et Zao en saut spécial. Au revoir.